Durant le mois d'avril 2009, plusieurs agressions similaires sont répertoriées dans des hôtels de la région de Boston et l'une de ces agressions ira jusqu'au meurtre. Toutes ces victimes ont une chose en commun. Elles ont posté une annonce sur le site Craigslist. Qui est le responsable? Comment le retrouver? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Le 13 avril 2009, la jeune Julissa Brisman, 25 ans, consulte ses messages concernant l'annonce qu'elle a déposée sur le site Craigslist. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un site sur lequel on peut déposer des annonces, proposer des services par exemple, et si l'on veut vraiment trouver un équivalent, on peut parler de Kijiji ou bien de Le Bon Coin en France. Julissa est une masseuse qui propose ses services sur ce site et un client semble intéresser un certain Andy. Tous deux discutent et ils conviennent d'un rendez-vous pour le lendemain à 22 h dans l'une des chambres de l'hôtel Marriott Copley Place à Boston. La jeune femme tente d'être prudente et pour ça elle a mis en place un système de sécurité avec son amie Bess. Celle-ci a accès au numéro de téléphone que les clients contactent et c'est elle qui prévient Julissa lorsque le client arrive et elle doit lui envoyer un message lorsque la séance se termine et que le client est parti. C'est donc Bess qui répond lorsque Andy l'appelle à 21 h 35 pour lui demander le numéro de la chambre d'hôtel. Bess lui indique et elle prévient Julissa qu'elle peut se rendre là-bas également tout en lui rappelant de ne pas oublier de la prévenir lorsque l'homme sera parti. Il est maintenant 22 h 10 et l'hôtel est en effervescence, c'est la panique. Des clients ont entendu un coup de feu provenant d'une des chambres et la sécurité est envoyée pour vérifier ce qui se passe. Malheureusement, il s'avère que les coups de feu entendus étaient réels et qu'il y a une victime. Il s'agit de la jeune Julissa, allongée sur le seuil de la porte. Ses poignets sont attachés avec un lien en plastique et elle est couverte de sang. Les secours et la police sont prévenus, la jeune femme est transportée d'urgence à l'hôpital, elle respire encore. Mais elle perd la vie quelques minutes après son arrivée. L'expertise du médecin légiste permet de déterminer véritablement les causes de la mort. Julissa a reçu plusieurs coups violents au niveau de la tête qui semblent avoir été faits avec la crosse d'une arme à feu, mais son agresseur ne s'est pas arrêté là. Il a tiré 3 balles successives sur la jeune femme, une au niveau de la poitrine, une dans le ventre et une dans le cœur. Toujours grâce à l'examen, on constate que Julissa s'est battue pour survivre, comme le montrent les ecchymoses sur son corps et la peau du tueur sous ses ongles. Son amie Bess ne sait pas ce qu'il s'est passé. Elle a envoyé des messages à Julissa toute la nuit, à 23 h, à minuit, à 5 h 30, afin de s'assurer qu'elle allait bien, mais elle n'a reçu aucune réponse. Face à ce silence, Bess décide d'appeler l'hôtel pour qu'il puisse lui donner des nouvelles. Mais rapidement, la direction la redirige vers la police, qui lui apprend alors les événements tragiques de la veille. Malgré le choc qu'elle vit, elle n'hésite pas à tout faire pour aider les autorités et elle leur partage les informations dont elle dispose sur ce fameux Andy, donc son numéro de téléphone et son adresse email. En attendant d'analyser ces données concernant Andy, les policiers se mettent à visionner les enregistrements de la caméra de surveillance de l'hôtel. Et dans les alentours de l'heure de l'attaque, ils remarquent un homme, grand, blond, prendre l'escalator à 22 h 06. Et soudain, un des policiers se rend compte qu'il recherche le même suspect dans une affaire s'étant déroulée quelques jours auparavant dans ce même hôtel. Cet événement s'est déroulé le 10 avril. Trisha Lefleur proposait également des massages et elle avait convenu d'un rendez-vous avec un client, grand, blond, dans la vingtaine qui avait répondu à son annonce sur Craigslist. Tout comme Julissa, elle a convenu d'un rendez-vous dans une des chambres d'hôtel, elle l'a fait entrer, mais à peine a-t-elle refermé la porte que celui-ci s'est mis à braquer son arme sur elle. Il lui a demandé de s'allonger au sol, lui a attaché les poignets avec des liens en plastique, l'a bâillonné, puis s'est mis à fouiller ses affaires, lui volant 800 $, ses cartes de crédit et des sous-vêtements. Trisha a survécu à cette attaque, mais elle reste traumatisée par les événements. Les enquêteurs comprennent que les deux attaques ont de nombreuses similarités et que le coupable semble être la même personne dans ces deux affaires. Mais ils ont à peine le temps de commencer à travailler sur cette piste qu'une autre attaque survient dans la région. Cela se produit le 16 avril, soit 2 jours après le meurtre de Julissa. Cynthia Melton, une stripteaseuse, décide de proposer des lap dance privés en postant une annonce sur Craigslist. Un homme la contacte pour convenir d'un rendez-vous dans un hôtel de Warwick à Rhode Island prévu à 23 h.
À l'heure prévue, le client se présente devant la chambre de Cynthia. Il est grand, blond et vêtu d'une casquette, mais pas que, parce qu'à peine le fait-elle entrer qu'il dégaine son arme et répète la même scène qu'avec Trisha. Cynthia s'allonge sur le ventre, l'agresseur lui attache les poignets avec un lien en plastique et il se met à fouiller la pièce à la recherche d'argent. Il prend cette fois le temps de parler à sa victime et de la rassurer en lui disant qu'il ne veut pas lui faire de mal, il veut son argent. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu car il n'avait pas envisagé que le mari de Cynthia allait frapper à la porte de la chambre pour s'assurer que tout allait bien. Le voleur panique, il ouvre la porte, il braque son arme sur le mari qui, dans un réflexe de survie, recule doucement dans le couloir. L'agresseur prend la fuite grâce à une cage d'escalier située à côté et les autorités sont bien sûr prévenues. Encore une fois, les policiers visionnent les enregistrements vidéo et le même suspect que dans les autres affaires apparaît. Ils obtiennent enfin les résultats concernant le numéro de téléphone et l'adresse email et concernant le numéro, il ne mène à rien car il est lié à un téléphone jetable probablement acheté seulement pour répondre aux annonces et contacter les victimes. Mais par contre, l'adresse email est exploitable et les informations fournies lors de la création de celle-ci, tout comme l'adresse IP liée, sont récupérées. L'adresse a été créée seulement quelques jours avant le meurtre de Julissa et désigne un utilisateur basé dans la région de Boston. Avec son adresse en main, les policiers retrouvent le nom du suspect, un certain Philippe Markoff. Mais avant d'aller plus loin, ils veulent en apprendre plus sur cet homme. Et la surprise est grande en découvrant ce profil loin d'un coupable habituel. Philippe Markoff est né le 12 février 86 à Sherrill dans l'état de New York. Fils de Susan Haynes et Richard Markoff, dentiste de la région, Philippe grandit dans cette famille issue de la classe moyenne en compagnie de son frère John Markoff. Alors qu'il est encore enfant, ses parents divorcent et les deux garçons sont séparés. John reste auprès de son père et Philippe auprès de sa mère. Il reste grandir dans cette ville et il fréquente le lycée Vernon Verona Sherrill dans lequel il est assez actif. Membre de l'équipe de bowling, de golf, du club d'histoire, du tribunal pour adolescents de l'école et de la National Honor Society. Les gens le décrivent comme un adolescent un peu geek sur les bords, passionné de sciences et d'informatique et aussi de poker, qu'il apprend à jouer durant son adolescence et y joue avec des amis. Mais en soi, c'est un adolescent typique, qui ne sort pas de l'ordinaire, gentil, intelligent et qui souhaite réussir dans la vie. Après avoir fini le lycée, Philippe entre à l'université d'Albany en tant qu'étudiant en biologie, souhaitant entrer en médecine. Dans cette université, il se mêle facilement aux autres élèves, faisant partie d'une fraternité dans laquelle il est parfois vu comme un membre actif, un mentor passionné. Pourtant, certains de ses camarades restent sur leurs réserves le concernant, ayant l'impression que Philippe montre seulement une façade, qui ne montre pas réellement qui il est à l'intérieur. En 2005, alors qu'il effectue du bénévolat dans un hôpital, il fait la rencontre d'une femme, Megan McAllister, étudiante aussi et originaire du New Jersey. Les deux jeunes se fréquentent pendant 3 ans avant que Philippe ne demande sa compagne en mariage. Celui-ci est prévu pour le 14 août 2009. Philippe, qui a obtenu son diplôme en 2007, a intégré l'université de médecine de Boston, mais il semble fatigué et déprimé d'après ses camarades. Voici donc le portrait du suspect, un homme bien sous tout rapport, un étudiant en médecine avec un avenir prometteur et une femme aimante à ses côtés. Le 20 avril, des policiers se mettent en place devant son immeuble afin de l'observer et ils le voient sortir de chez lui avec sa compagne et avec des valises. Alors, ils n'ont pas prévu de l'interpeller ce jour-là, mais la vue des valises leur fait peur car ils craignent qu'il ne change d'état et que son arrestation devienne plus compliquée. Alors, ils décident de le suivre sur la route et ils procèdent à son interpellation sur le périphérique de Boston. Megan ne comprend pas ce qui se passe et son premier réflexe est de penser qu'ils sont interpellés pour excès de vitesse. Mais lorsque Philippe est menotté et amené au poste de police, elle comprend que la situation est plus grave. Philippe au poste de police, les enquêteurs en profitent pour effectuer une fouille de son logement et cette initiative paye. Dans l'appartement, ils découvrent des liens en plastique, les mêmes ayant servi pour chacune des agressions. Il y a aussi des sous-vêtements volés qui sont dissimulés dans des chaussettes sous le matelas du couple. Mais ce n'est pas tout. Se trouvent aussi des téléphones jetables, l'arme ayant tué Julissa, cachée dans une copie du livre Grey's Anatomy, un livre d'études et non pas la série télévisée. Avant de partir, les policiers n'oublient pas de récupérer son ordinateur afin d'exploiter le contenu de son disque dur. Et les messages découverts révèlent que Philippe cachait de nombreuses choses.
Dès mai 2008, le jeune homme répondait à des annonces de personnes s'identifiant comme travestis sur Craigslist. Il est question de plusieurs messages à contenu sexuel échangés, mais aucune rencontre n'a été organisée. Il a continué à faire ça pendant toute l'année, puis il est allé jusqu'à créer une annonce en se faisant passer pour une femme masseuse à la recherche de clients masculins. Malheureusement, encore aujourd'hui, on ignore s'il a fait d'autres victimes pendant cette période. Alors on peut se questionner sur les raisons qui ont poussé Philippe à agir comme il l'a fait. Pourquoi voler ces personnes alors qu'il semble avoir une vie correcte financièrement? Alors, il s'avère qu'en réalité, Philippe croulait sous les dettes devant plus de 130 000 $ aux institutions financières à cause de son prêt étudiant et de dettes qu'il a accumulées au casino. Et justement, le jour de son arrestation, il se rendait au casino pour jouer, comme il l'a déjà fait 19 fois au cours des 5 derniers mois. Durant les 48 heures suivant son inculpation, Philippe maintient son innocence et ce, malgré le fait que Trisha l'a formellement identifié sur une photo, que ses empreintes digitales sont présentes dans la chambre des victimes et sur le bâillon de Trisha. Même Megan reste convaincue de l'innocence de son compagnon, niant le reconnaître sur les enregistrements vidéo et attestant que les chaussures du suspect ne ressemblent en rien à celles de son fiancé. Pourtant, on découvre ces chaussures chez eux et en plus, il y a la présence du sang de Julissa dessus. Mais Megan s'adresse aux journalistes, affirmant que tout est faux et que Philippe est une belle personne à l'extérieur comme à l'intérieur et qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Le suspect, lui, est placé en surveillance anti-suicide après avoir parlé à un psychiatre et ayant des traces de lacets visibles autour de son cou. Le 29 avril, Megan se rend en prison pour le voir. Une décision a été prise, le mariage est annulé, mais ils restent ensemble, elle le pense toujours innocent. Mais environ un mois après, il semble qu'elle ait changé d'avis et qu'elle ait mis un terme à la relation. Là, la surveillance autour de Philippe s'accentue, celui-ci semblant profondément désespéré et suicidaire. Mais est-ce une surveillance suffisante? On peut en douter lorsque le 15 août 2010, soit un an et un jour après la date prévue du mariage, le corps de Philippe est découvert dans sa cellule. Le suspect a mis fin à ses jours en ayant fabriqué une arme à l'aide d'un stylo et d'une pièce en métal. La scène est déjà horrible, mais elle l'est d'autant plus avec la disposition qu'en a fait Philippe. Celui-ci a éparpillé des photos de lui et Megan dans sa cellule et il a marqué son nom et le surnom qu'il se donnait, Pocket, avec son propre sang. Avec la mort de Philippe Marcof, la justice ne peut se faire et ne peut le condamner malgré la conviction de beaucoup de personnes. Et avec ce décès, il entraîne les raisons de ces crimes avec lui, laissant seulement la possibilité de faire des hypothèses. Alors, quel est son mobile? La réponse la plus évidente est bien sûr l'argent qui semble être son objectif premier. Mais cela peut être aussi motivé par un désir sexuel car bien qu'il n'ait pas agressé sexuellement ses victimes, il semblait avoir des secrets concernant cet aspect, comme le montrent les messages qu'il avait pu échanger sur le site. Et puis le fait de voler des sous-vêtements de ses victimes, serait-ce aussi dans un but sexuel? Ça reste une hypothèse et cela peut également faire penser à certains tueurs en série ayant besoin de garder un souvenir physique de leurs victimes. Mais si l'argent était le seul intérêt, pourquoi tuer Julissa? Est-ce parce qu'elle a résisté ou finalement est-ce que Philippe ne l'a pas fait pour connaître la sensation d'ôter la vie de quelqu'un, faisant ainsi naître un potentiel tueur en série? Ce sont beaucoup de questions qui restent en suspens et dont la famille de Julissa espérait probablement une réponse de la part de cet homme. On parle souvent de l'impact qu'a l'ADN dans la résolution d'affaires, une des plus grosses avancées possibles dans le domaine de la justice. Mais dans cette affaire, c'est un autre moyen qui a permis de retrouver le suspect, une autre forme d'innovation, l'exploitation des données numériques. Si on compare un crime commis dans les années 80, la résolution des enquêtes serait beaucoup plus compliquée si l'on se basait seulement sur les analyses post-mortem. À présent, de nombreux moyens sont exploitables et les données numériques en font partie. Beaucoup pensent encore qu'en supprimant des messages, en vidant leur corbeille, ils disparaissent à tout jamais. Mais on ne le répète jamais assez, ce qui est sur internet reste. Ce n'est pas parce que c'est plus visible par vous que ça a totalement disparu. Et bien que parfois ça peut être frustrant de se dire qu'on est en quelque sorte traqué, surveillé à chaque instant, on peut voir le côté positif de cet aspect. Il devient de plus en plus compliqué de commettre un crime sans laisser aucune trace. ADN, données numériques, géolocalisation des téléphones, tant d'avancées permettant de résoudre des crimes plus rapidement.
Concernant le surnom de ce tueur, le Craigslist Killer. Alors il faut savoir qu'il n'est pas le seul à avoir ce nom et malheureusement Craigslist a déjà servi à trouver des victimes pour d'autres tueurs. On peut citer par exemple Luca Magnotta qui utilisait cette plateforme, mais surtout les autres tueurs dotés de ce surnom comme Michael Anderson et Richard Beasley. Il faut aussi savoir que les crimes de Philippe ont eu un impact sur la plateforme car en fait les annonces auxquelles il répondait étaient placées dans la section services érotiques. Et suite aux tragiques événements, cette section a été modifiée pour maintenant se nommer services pour adultes. Alors dans les articles parlant de l'affaire, il est écrit que deux des victimes offraient des services de massage dans la section érotique. De ce fait, je ne sais pas s'il s'agissait de massages basiques ou plus particuliers et je préfère m'en tenir aux propos publics afin de ne pas diffamer qui que ce soit et de ne pas faire de spéculation sur ce qu'il en était. C'est tout pour cette affaire, j'espère qu'elle n'était pas connue de vous et qu'elle vous a semblé intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à commenter et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais avant de vous laisser, je voulais juste vous annoncer qu'il n'y aura pas de vidéo durant les prochaines semaines car je suis en plein déménagement. Au moment où sort cette vidéo, je suis probablement en plein dans les cartons entre les deux appartements. Mais ça signifie aussi que j'aurai enfin un bureau où je pourrai filmer sans être dans mon salon comme ici. Donc on se retrouve pas la semaine prochaine pour une nouvelle affaire, mais plus tard.